Bonjour et bienvenue dans Nudgit, le podcast Ubicast qui donne la parole aux acteurs du monde de l'enseignement supérieur. Pour ce 6e et dernier épisode de la série, je suis ravie d'accueillir Jean-Marie Cognet, CEO d'Ubicast, pour faire le bilan sur cette année universitaire 2025. Bonjour Jean-Marie, bienvenue. Bonjour Elisa. Alors on est ravis de t'accueillir sur ce podcast. Première fois qu'on a un invité de chez Ubicast. C'est finalement pour une occasion particulière. Il s'agit du dernier épisode de la série et on voulait marquer le coup. C'est pour ça qu'on a décidé de t'avoir comme dernier invité, et pas des moindres, pour faire un petit peu le bilan sur cette année universitaire, les dernières tendances, les prévisions et ce que tu vois pour l'avenir de cette année. Alors d'habitude, on commence toujours par des questions sur l'entreprise, mais tu t'y connais déjà très bien. Donc, je vais commencer par te demander de résumer un petit peu ce qui a constitué les grandes tendances de l'année 2025. Si tu devais résumer cette année en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais? Ok, merci. Alors déjà, je suis ravi d'être là. Apparemment, je suis considéré comme le boss de fin du niveau, puisque c'est la fin du cycle de podcast. Euh, pour ce qui est des moments forts du Bicast cette année, je pense que le premier qu'on peut citer, c'est quand même la continuité dans la refonte de nos interfaces utilisateurs, de l'expérience utilisateur, qui est quand même bien avancée. En fait, on a mis en place des choses assez structurantes. Et puis aussi, la formalisation, comment dire? De nos relations avec la communauté. Donc et ça, sous plusieurs angles. Donc en les revoyant, en les voyant et les revoyant sur des événements, mais plus formellement, puisqu'on a lancé une plateforme, Ubicast Community, qui va permettre à nos clients, à nos utilisateurs, de faire des propositions pour faire évoluer la roadmap, qui vont être commentées, votées et mises, dans un calendrier, en fait. Donc vraiment, on l'a toujours fait depuis le début chez Ubicast, mais là, ça va être formel, visible, lisible et ouvert à tous. Alors merci de le mentionner. Et maintenant qu'on a tracé un petit peu les grandes lignes de ce propos, j'aimerais te poser une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que tu pourrais me donner quelques moments forts qui ont vraiment forgé ton année chez Ubicast en 2025? En 2025, il y a eu un paquet de moments forts. Euh, Comme tous les ans, mais cette année, il avait une saveur un peu particulière. On a notre séminaire annuel avec les 26 collaborateurs. Il s'avère que cette année, c'était le dernier de Florent, mon associé, donc c'était quand même assez particulier. On a encore fait une édition assez incroyable du Moodle Moot. Donc, comme tous les ans, c'est assez génial, mais cette année, c'était une un très bon millésime, on va dire. Et puis, c'est pas encore arrivé, donc je me projette un peu dans le futur, mais en novembre, on va organiser un think tank avec nos clients francophones, après 2 éditions qui ont été organisées avec des clients internationaux, et ça a toujours été une mine d'or d'informations. C'était vraiment passionnant, et là, on s'attend à avoir encore plus de monde avec nos clients francophones, et donc on sent que ça va fourmiller d'idées, donc ça va être assez génial. C'est vrai qu'on a hâte de rencontrer tout le monde et je me permets de revenir un peu sur ce que tu as dit, un peu plus tôt, où tu parlais du départ de Florent. C'est vrai que c'est toujours un saut dans le vide, au départ d'un collaborateur, surtout quelqu'un qui a eu autant d'impact sur l'entreprise. Hem Et j'aimerais du coup, parler un petit peu des défis qui sont survenus cette année et qu'on a dû, finalement, relever. Est-ce qu'il y en a un dont tu es particulièrement fier? Oui, bah, comme tu l'as souligné, le départ de Florence, c'est le départ d'un associé fondateur, le directeur, technique d'Ubicast, le CTO d'Ubicast depuis le tout début. Donc c'est jamais un virage facile. Faut savoir que la majeure partie des entreprises qui se cassent la figure, c'est à cause de brouilles entre associés ou de désalignements, on va dire. Ce qu'on n'a jamais eu avec Florent au cours des 18 dernières années, donc ce qui est quand même assez exceptionnel. Et quand quelqu'un comme ça s'en va, tu as un fort risque de désorganisation, de perte de sens dans la structure. Et en fait, je crois que Florent et moi, on l'a super bien préparé, anticipé, et on a pu faire monter quelqu'un en compétence dans l'équipe, ce qui est encore mieux. Charles, qui était là au tout début, qui est parti, puis qui est revenu. Bon, c'est un peu l'histoire du Bicast. Et du coup, je pense que ça,
la confiance est là. En tout cas, dans l'équipe, on a confiance. Florent quitte ses fonctions opérationnelles euh, avec confiance. Et j'ai le sentiment que cette confiance, elle a été transmise à l'équipe, à nos clients et plus largement à tous nos partenaires. Donc vous avancez vers l'avenir avec assez de sérénité. Et pour parler de quelque chose d'un peu plus léger, est-ce que justement tu as au contraire un apprentissage ou un moment qui t'a marqué dans le bon sens cette année? Léger, je sais pas, parce que c'est sérieux pour nous. Je suis particulièrement fier qu'on ait gagné au point, on va dire, sur un appel d'offres très, comment dire, méticuleux contre nos concurrents américains en Belgique. Et ça donne du baume au cœur parce que ça montre qu'en étant 10 fois moins de salariés, en ayant reçu 40 fois moins de financement dans l'histoire de l'entreprise, on arrive à leur damer le pion au point sur un appel d'offres. Voilà, ce qui montre que quand on a de la volonté et qu'on lâche rien, qu'on est persévérant, euh, on peut tout faire. Alors on a parlé des grands steps chez Ubicast cette année, mais si on dézoome un peu, selon toi, quels ont été les grands changements qui ont marqué le secteur de l'enseignement supérieur cette année? J'en citerai deux. Le premier, pour moi, c'est la fin d'une certaine naïveté vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Euh, alors, qu'on se trompe pas dans mon propos, hein, les outils s'améliorent toutes les semaines, les effets d'annonce sont assez dingues, ça n'arrête pas de bouger, d'être de mieux en mieux. Mais j'ai aussi l'impression que les utilisateurs se rendent aussi compte que c'est pas magique, contrairement à ce qu'ils pensaient au départ, et surtout que c'est pas 100% fiable. Euh, Dans certains cas, ça donne même, moi j'ai l'impression, plus de travail. De commencer quelque chose par l'IA et de devoir corriger toutes les erreurs qu'il a fait. Alors moi, personnellement, souvent, je vais plus vite en partant de la feuille blanche, plutôt que de partir de quelque chose qui a été préécrit et qui en fait est truffé d'imprécisions. Et dans d'autres cas, ça amène même des situations complètement lunaires, quoi. On a un client qui a utilisé un outil pour créer des QCM automatiquement avec l'IA, pour faire gagner du temps aux professeurs, aux enseignants. Et il se trouve que les étudiants ont déniché, dégoté une extension de navigateur qui apprend et répond automatiquement avec l'IA au quiz. Donc en fait, on voulait faire gagner du temps aux profs, et en fait, c'est une IA qui écrit les quiz et c'est une IA qui y répond. Donc là, on marche carrément sur la tête. La deuxième tendance que j'ai observée, c'est une certaine tension sur les budgets dans l'enseignement supérieur. Et d'un côté, j'espère clairement qu'on se rend compte que développer soi-même une solution open source, ça, c'est pas forcément gratuit. Il y a plein de coûts cachés. Le temps homme, la maintenance du système, les évolutions dans le temps, puisque si les gens qui le développent changent de poste ou changent carrément d'établissement, ils vont peut-être plus pouvoir se consacrer à développer l'outil. Et en fait, ils commencent à lentement, mais sûrement, ne plus évoluer. Et puis, je trouve que c'est un vrai calcul à faire. Moi, enfin, en tout cas, j'aimerais que les établissements, ils se concentrent sur leur mission principale, leur mission première. Et la mission première d'un établissement d'enseignement supérieur, en fait, il y en a deux, on va dire. C'est un, la recherche, faire de la recherche pour faire avancer nos sociétés. Et le deuxième, qui est tout aussi important, c'est de préparer les étudiants, de les former, de les préparer à une vie professionnelle qui arrive. Parce que ils vont arriver à la fin de leurs études sur le marché de l'emploi et il faut qu'ils soient armés pour ça. Et du coup, je pense que tout ce qui dévie de ces missions-là n'est pas forcément nécessaire. Par exemple, chez Ubicast, on ne développe pas un CRM pour gérer notre base de clients. On a pris une solution qui existe. C'est pas notre mission. On n'a pas développé un ERP qui nous permet de gérer nos commandes. C'est pas notre mission d'entreprise. On n'a pas développé un serveur web pour pouvoir gérer nos emails. On a pris une solution du marché parce que c'est pas notre mission principale. Et je pense que cette réflexion, elle peut aussi s'appliquer aux établissements d'enseignement supérieur et ça enlèverait, en tout cas soulagerait en partie euh, cette tension qu'ils peuvent avoir aujourd'hui concernant les budgets. Et alors tu viens de nous parler justement de l'IA juste avant. Et l'IA, on le sait très bien, ça reste, malgré ce que tu disais sur la fin de la naïveté, ça reste une tendance qui a énormément évolué en 2025. Est-ce que tu as pu en situer d'autres, justement des tendances, des évolutions au niveau des attentes des établissements cette fois? Oui, notamment une, alors c'est pas forcément technologique, mais c'est plutôt, c'est même d'ailleurs peut-être le contraire, c'est le regain d'intérêt pour les solutions qui garantissent l'indépendance numérique. Je pense qu'il y a eu
un tsunami qui est arrivé des États-Unis avec des effets d'annonce, suivis ou pas d'effets d'ailleurs. Mais ça a enfin fait prendre conscience que il y a, comment dire, sur le sol européen, il y a des talents, il y a de la créativité, il y a des solutions qui tiennent la route et que on est aussi tous, hein, à titre personnel comme professionnel, des clients potentiels et pourquoi pas faire travailler les entreprises locales. Nous, chez Ubicast, on est une société française, européenne. On sélectionne minutieusement nos fournisseurs. Ils sont exclusivement européens, si on veut voir le plus loin, majoritairement français. Et j'ai l'impression que c'est enfin reconnu à sa juste valeur. Il faut se dire qu'en Europe, on n'aura jamais de grands champions si collectivement on ne se rend pas compte qu'on a, on a, on a des forces sur notre territoire, sur notre terrain, et qu'il faut les faire travailler. En France, par exemple, dans la EdTech, on est le territoire, la France en tout cas, où la EdTech est la plus dynamique. C'est là où, chez EdTech France, il y a pas loin de 450 membres et c'est le plus gros contingent en Europe. Il y a une étude de Ernst Young qui est sortie qui a montré que l'impact de la EdTech était pas loin des 2 milliards de chiffre d'affaires en France, ce qui montre qu'on est là, on a des idées et on tient tête à des gros monstres, la plupart du temps américains. Et donc, faites-nous confiance. Et alors à contrario, est-ce que tu as noté par contre des freins à l'adoption de certaines solutions tech dans l'enseignement supérieur? Oui, il y en a toujours eu, il y en a toujours et il y en aura toujours. Hem, Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils sont principalement, humains. Heu, Ça fait longtemps qu'on est confronté à des craintes que, personnellement, j'estime infondées, de la part de certains enseignants. D'ailleurs, la recherche le prouve aussi. Notamment que, quand les cours sont enregistrés, pour fournir, des outils de soutien aux étudiants, qu'ils soient empêchés, neuroatypiques et cetera, les enseignants ont peur que la salle, va se vider et que personne n'ira en cours, plus personne n'ira en cours. Ce qui est faux. Heu, Plusieurs études le prouvent et les retours de nos clients également, mais aussi sur la perte de leur propriété intellectuelle. Alors oui, on sait, hein, un enseignant qui produit un cours, qui le crée, il a la propriété intellectuelle de son cours, ce qui est tout à fait normal. En tout cas, chez nous, on garantit que, elle reste sienne, en tout cas, hein, et qu'on n'y touchera pas. Ensuite, je pense qu'il y a pas mal de freins qui sont liés, à la conduite du changement. C'est très dur de changer les habitudes. Faire un cours magistral, devant un amphi, c'est ce qui se passe depuis, l'ouverture de la Sorbonne, au XII ou XIIIe siècle, je sais plus. Et ce qui est amusant, c'est que dès 2015, dans nos diapositives de présentation, chez Ubicast, on montrait, les différentes évolutions de la technologie dans l'enseignement supérieur. Et en fait, en quatrième et cinquième position, donc en quatrième position, on avait marqué, ce sera, l'avènement de la classe inversée. Et la cinquième étape, c'était l'avènement des contenus personnalisés à base d'IA. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que 10 ans après qu'on ait sorti ces slides et qu'on la présentait, en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai l'impression de voir plus de contenus de cours créés par IA que finalement une position renforcée de la classe inversée. Et en fait, créer des cours par IA, ça demande moins de changement de posture humaine à l'enseignant que inverser sa pédagogie. Et je pense qu'il est là le gros frein, donc conduite du changement. Alors merci pour ton retour. On vient de parler des tendances que tu vois émerger en matière d'attente venant des établissements. Et maintenant, j'aimerais qu'on mette un peu le focus sur le monde de l'enseignement supérieur en général. Est-ce qu'il y a des tendances que tu as vraiment vues émerger cette année? Alors malgré ce que je viens de dire, c'est dur, très dur de ne pas parler d'IA à ce moment-là, puisque c'est vraiment un raz-de-marée. Hem Et en fait, comme je le disais aussi, ça évolue très, très vite. Par exemple, si on prend un exemple sur la vidéo, moi j'avais fait des tests, sur, les technos de pointe il y a 1 an et demi. C'était une catastrophe absolue pour créer une vidéo de 6 secondes, c'était n'importe quoi, ça respectait pas le prompt et on voit qu'en 18 mois, les progrès sont assez phénoménaux. Bon, de là à dire que ça sera capable et pertinent pour de la vidéo pédagogique, on en est encore très, très loin. En tout cas, moi, je crois fort aux IA spécialisées, en fait. Au contraire des LLM,
large language models qui sont très généralistes. Moi, je crois beaucoup aux SLM, les small language models, qui sont entraînés spécialement pour un domaine. Et donc là, dans notre cas précis, pour la pédagogie. Et donc là, ce qu'on retient, donc tu nous parles surtout de technologies liées à l'IA, mais à contrario, est-ce qu'il y a des technologies que tu vois encore sous-exploitées? Oui, une liée à l'IA et une pas forcément. Alors celle liée à l'IA, pour moi, c'est le RAG. Vous allez m'excuser pour l'acronyme. J'ai pas envie de me planter. Mais je pense que c'est une technologie dont devraient s'emparer les établissements d'enseignement supérieur, puisqu'en fait, le RAG, c'est un espace privé dans lequel on remonte des documents qui vont venir améliorer la performance des résultats de l'IA. Mais donc privé, c'est-à-dire que c'est pas partagé avec le LLM, mais ça vient juste corriger ou améliorer ses réponses. Et en fait, il y a une mine d'or dans les établissements, hein, que ce soit des documents écrits, audio, vidéo, qui pourraient venir alimenter et enrichir ces RAG, donc non partagés aux gros acteurs de l'IA, ceux qui font les LLM, mais en même temps qui vont venir préciser, améliorer les résultats. Le deuxième truc qui est vraiment sous-exploité à mon sens, c'est que ça fait un petit bout de temps qu'on commence à parler de personalized learning, donc d'apprentissage personnalisé. Et ça, en fait, ça peut pas se faire sans stats, sans données. Et ces données, en fait, elles s'appuient sur un moteur technologique qu'on appelle le LRS, donc Learning Record Store. Donc, c'est en fait un espace où on enregistre tous les interactions, les actions des utilisateurs pour pouvoir, sur la base de ce qu'on a enregistré, observer et définir euh, comment dire, des catégories d'utilisateurs pour venir leur apporter les contenus qui leur vont bien. Si je prends un exemple, c'est que par rapport à la vidéo, si on voit qu'un élève sur une quinzaine de vidéos, il décroche systématiquement au bout de 5 minutes, on se rend compte, enfin en tout cas ces moteurs-là se rendraient compte qu'ils ne supportent pas les contenus longs. Et donc du coup, on lui proposerait plutôt des contenus courts. Et en fait, les LRS, tout le monde en parle. Beaucoup de gens en ont installé dans leur établissement, mais personne s'en sert. Donc en fait, on continue de parler de personalized learning, mais on ne se dote pas des outils qui permettent de le réaliser, ce qui est fort dommage. Et donc on vient de parler énormément d'IA, c'était un petit peu, le sujet. Mais à mon sens, il y a une autre question qui est assez brûlante en ce moment, c'est celle de l'hybridation des cours. Quel est ton avis sur, justement l'avenir de l'hybridation des cours? C'est un sujet super intéressant et super important. Et en fait, on a fait une grosse confusion des genres à cause de la pandémie, parce il faut distinguer plutôt l'hybridation des cours commodo. Moi, le cours commodal, j'y crois absolument pas. Le commodal, c'est le fait d'avoir une partie des étudiants en classe et une partie des étudiants en ligne avec un seul prof qui fait cours aux deux cohortes, une présentielle, une en distanciel. Et ça, c'est un enfer. Mettez-vous 2 secondes à la place de l'enseignant. Je dois à la fois parler à ma webcam et prendre des questions qui sont dans mon outil de visio, et en même temps m'adresser aux gens qui sont dans la classe. Ça, j'y crois pas du tout. En revanche, l'hybridation, à savoir transférer, transmettre les apprentissages fondamentaux euh, en asynchrone avant la classe pour que l'étudiant puisse les voir, les revoir, apprendre à son rythme, et que dans un second temps, on travaille en présentiel, on met en pratique ces compétences-là. Je trouve ça ultra pertinent et je pense que c'est l'avenir. Mais en fait, c'est la pédagogie inversée, hein. C'est-à-dire, je visualise, j'apprends à mon rythme dans un premier temps, tout ce qui est un peu magistral, et je pratique et j'échange en présentiel pour ancrer ces compétences magistrales. Alors, je pense qu'on a déjà fait un bon bilan des tendances, des freins, des interrogations pour cette année. Mais je me mets également à la place de nos auditeurs qui doivent se demander qu'est-ce que nous on prépare. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des nouveautés qui arrivent du côté de Ubicast? Oui, complètement. Au regard de ce que je viens de te dire, en fait, on a une position qui est assez unique chez Ubicas dans le sens où on capte ce qu'un établissement a peut-être de plus précieux, c'est-à-dire les contenus, des cours, des colloques, des conférences. Et donc, en fait, l'idée, c'est donc d'aider nos clients à exploiter cette donnée, hein, parce qu'on dit souvent hein, que le pétrole à l'heure de l'IA, c'est la data. Et en fait, avec nous, on peut
améliorer l'utilisation de cette donnée euh, au travers de la transcription. Donc, avoir un transcript audio de chaque média enregistré. Ajouter des outils complémentaires comme le résumé, la synthèse de ces enregistrements audio. Ajouter des chatbots pour qu'un élève, par exemple, un étudiant, puisse poser des questions dans une sorte avec le chatbot par rapport au cours magistral qu'il est en train de regarder. Alimenter les RAG dont je parlais tout à l'heure. Hein. Entraîner les SLM, les Small Language Models, et aussi s'interconnecter avec la multitude d'outils incroyables qui existent aujourd'hui. Si on prend quelques exemples, tu as ceux qui permettent de faire du doublage de vidéos et tu as ceux qui permettent de créer des vidéos. Imaginons, j'ai sur mon serveur Node.js du Bcast, j'ai un cours de magistral d'1h30. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas encore top. Mais demain, je pourrais envoyer ce cours-là via une connexion de notre plateforme vers un outil qui t'en fera un résumé vidéo en 7 minutes, quoi, et en gardant la substantifique moelle. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on va essayer de faire. Et donc, ce qu'on a en tête, en tout cas, c'est que plutôt de créer nous-mêmes Ubicast une moins bonne version que ces outils métiers qui sont faits pour ça et qui font que ça, et au lieu d'en faire une alternative, on va plutôt essayer de s'interconnecter. Donc, on va vraiment travailler sur cet esprit d'interopérabilité qu'on a depuis longtemps, mais qu'on va amplifier dans les mois qui viennent. Alors merci beaucoup pour ton analyse, c'était très clair. Mais si on zoome un petit peu sur toi justement, qu'est-ce qui toi te motive personnellement à travailler au sein de ce secteur? Travailler dans la tech et notamment au contact de l'enseignement supérieur, pour moi, c'est profondément porteur de sens. En fait, ça définit, si tu veux, la mission d'entreprise, hein. Chez Ubicast, on aide nos clients, c'est-à-dire les établissements, mais aussi les enseignants, à mieux préparer leurs étudiants pour le futur. Et c'est super important parce que les étudiants d'aujourd'hui sont les gens qui travailleront demain. Il faut qu'ils soient prêts à être pour leur intégration professionnelle, surtout dans un monde qui n'arrête pas de changer et très 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 vite. Il y a un autre point aussi, c'est que des étudiants, c'est pas juste un modèle, quoi. C'est-à-dire, il y a plusieurs modèles d'étudiants. Et en fait, je pense qu'on a aussi une mission pour aider les différentes typologies d'étudiants à réussir, à aller vers un succès aux examens. Et quand je dis ça, je pense aux étudiants empêchés, je pense aux étudiants neuroatypiques, et on voit très bien, puisqu'on a travaillé très près avec des clients sur les notions d'inclusion numérique, etc., que avec des moyens vidéo adaptés, on a un truc à faire pour vraiment les aider euh, à être en situation de réussite. Et ça, c'est quand même, ça motive le matin, en tout cas, à se lever et à se mettre au boulot. Et ce que j'observe aussi, c'est que toute l'équipe Ubicast, elle partage ce même sentiment, hein. On a un turnover très faible et l'équipe, elle est très motivée par ce qu'elle fait et ce qu'on arrive à accomplir, en tout cas, comment on aide à notre humble mesure. Ce que tu dis, c'est très vrai et c'est vrai qu'au sein du Bicast, on est au contact de nombreux acteurs différents du secteur. Mais alors, est-ce que toi, à titre personnel, il y a une rencontre, une anecdote ou un retour utilisateur qui t'a réellement marqué? Alors, je citerai une anecdote qui vient d'un client et qui fait écho à ce qu'on se disait dans les questions précédentes, et un livre. Alors, l'anecdote, je discutais avec... j'étais en visite dans une université et en fait, ils avaient identifié un prof qui était hautement réfractaire à l'enregistrement de ses cours, justement, pour plein de raisons différentes. Et en fait, ils l'ont emmené dans leur bureau et ils sont allés taper son nom sur YouTube. Et ils ont trouvé, avec lui, sous ses yeux, des dizaines de vidéos filmées fond d'amphi avec des smartphones par les étudiants qui se moquaient de sa coiffure, qui se moquaient de son accent, de ses expressions, etc. Qui plus est coupé de pubs pour des céréales, etc., puisque c'était sur YouTube. Et donc là, le prof, il a pris conscience qu'il valait peut-être mieux que cet enregistrement il soit géré par l'université, dans le respect de sa propriété intellectuelle, avec un logo de l'université, un disclaimer qui dit que cette vidéo est protégée, plutôt que de laisser les étudiants le faire eux-mêmes et n'importe comment. Ça, c'est une anecdote qui m'avait vraiment marqué parce que, voilà, comment tordre le cou à certaines idées reçues des enseignants, mettez-les en face. Et donc, tapez leur nom dans YouTube et vous verrez.
Heu, le livre, avec Florent, on avait lu un bouquin il y a longtemps qui s'appelait le Pumpkin Plan, qui en fait, au début du Bicast et ce livre, il faisait l'analogie entre le développement d'une entreprise et le concours de la plus grosse citrouille au moment d'Halloween aux États-Unis et donc il expliquait, comment on peut gagner le concours et comment on peut développer son entreprise de manière, parallèle. Bref, une des conclusions du livre, c'était que, il fallait, choisir les clients avec qui on voulait le plus travailler. Parce qu'en fait, la citrouille, il faut éliminer toutes les petites pousses autour pour que celle qui a bien pris, elle grossisse un max. Parce que sinon, les autres petites pousses, elles vont pas être aussi grosses et elles lui prennent de l'énergie entre-temps. Et donc du coup, il fallait identifier avec qui on voulait travailler le plus et notamment en analysant ceux avec qui le fit, la mentalité, en tout cas le feeling, passait le mieux et en fait, c'est à ce moment-là que ça nous est apparu, comme un flash, c'est que, il fallait qu'on se concentre sur l'enseignement supérieur. Parce que, heu, on avait des très bonnes relations avec, nos clients de l'enseignement supérieur, quand il y avait un bug qui traînait, ça arrive, je suis désolé, ça peut arriver. Ils étaient assez tolérants, ils nous aidaient à l'identifier et donc on pouvait le corriger très rapidement. Enfin, et il y avait une vraie, discussion, relation, ça allait dans les 2 sens. C'était pas du simple relation, client-fournisseur, un peu, en mode, on cite souvent les GMS, la grande et moyenne surface, où tu as des relations conflictuelles, compliquées, client-fournisseur, des grosses négos. Hem et alors que là, c'était vraiment dans une, bienveillance et le mot n'est pas galvaudé, c'est pas pour utiliser un buzzword ou que sais-je. Et en fait, avec le recul, je pense pas qu'on se soit trompé, hein. Les relations qu'on a aujourd'hui avec nos clients, elles sont sincères, intéressantes, pas intéressées. Heu, bon, on est quand même une entreprise, il faut qu'on vive et qu'on puisse recruter pour se développer. D'ailleurs, on recrute, des gens qui souvent viennent des établissements de nos clients. Mais on le fait, ce développement, on le fait quand même avec un grand respect de nos clients et de ce qu'ils nous partagent en fait, hein, en termes de remontée. Heu, l'enseignement supérieur, c'est pas un marché explosif, comme peuvent l'analyser des consultants financiers, mais quand tu as la bonne attitude en tout cas et que tu partages des vraies valeurs, tes clients le ressentent et tu peux discuter sur le long terme avec eux. Alors, je te remercie beaucoup pour ton analyse. C'était très intéressant d'avoir une partie de tes expériences en tant que CEO d'Ubicast. Malheureusement, on arrive, déjà à la fin de ce podcast. Alors, j'aurais une dernière question pour toi. Si tu pouvais faire passer un message justement aux directions d'universités, et grandes écoles du supérieur, ce serait lequel? Alors un message à faire passer, je connais certaines injonctions, qui viennent du ministère, je connais la situation politique et budgétaire, mais s'il vous plaît, faites les vrais calculs. Ne sombrez ni aux sirènes américaines, ni à des solutions, maison, qui vont avoir, du mal à se maintenir et qui sont, quand on regarde dans son ensemble, très coûteuses. Faites-nous confiance. Chez Ubicast, on fait notre métier avec passion, avec écoute et avec la volonté de relever les challenges que vous nous posez. Heu, en plus, si vous voulez nous aider à recruter toujours plus d'étudiants qui sortent de vos établissements, aidez-nous à vous aider. Merci beaucoup Jean-Marie pour avoir, pris le temps de discuter un petit peu avec moi et de partager ton expérience. J'ai été ravie de t'accueillir Merci Elisa, c'était un plaisir partagé. et à nos auditeurs qui nous écoutent, je suis désolée de vous dire que cette fois, on ne se retrouvera pas très bientôt pour un nouvel épisode, mais je vous remercie à tous de nous avoir prêté vos oreilles pendant ces 6 épisodes de notre gîte. À très bientôt.